Dialogue épisode 5, Charlotte Recoquillon. Charlotte Recoquillon, bonjour. Bonjour. Merci de venir jusqu'à nous. Vous êtes géographe, chercheuse à l'Institut français de géopolitique et docteur en géopolitique et spécialiste des États-Unis. Comment est-ce qu'on devient géographe ? Avec des études de géographie, très simplement. Non, c'est vrai que pour la géographie, c'est intéressant de dire qu'on découvre souvent cette discipline après le bac. C'est une discipline qui est complètement différente à l'université que ce qu'on apprend dans le secondaire. Et c'est vrai que souvent, quand on pense à la géographie, on croit que c'est l'étude des fleuves, des paysages, voilà, qu'on va faire les sphères d'influence des États-Unis ou le Japon, les zones économiques, enfin, ce qui est de la géographie, tout ça, mais qui n'est pas que ça. Et en fait, on découvre comment cette discipline, elle est vraiment intégrale, j'ai envie de dire. Moi, ce que je voulais quand je commençais à m'orienter vers mes études supérieures, c'était comprendre la société, étudier les rapports humains, les sociétés. Et je croyais que j'allais faire Sciences Po, je croyais que j'allais faire peut-être d'autres voies. Et en classe préparatoire, parce que j'ai fait une Hippocagne, j'ai eu un super prof de géo, Éric Janin, big up. Et donc, j'ai découvert cette discipline en prépa. Et donc, je me suis inscrite ensuite en géographie à la fac, en licence. Et puis ensuite, j'ai fait mon master de géopolitique à Paris 8, à Saint-Denis, qui était l'université où Yves Lacoste avait fondé l'école de géopolitique avec Béatrice Gibelin. Quelles étaient vos références intellectuelles en grandissant ? Est-ce que vous aviez des affinités particulières pour les États-Unis ou est-ce que c'est quelque chose qui vous a frappé un peu plus tard ? Alors, pas du tout. Tout ce que je connaissais des États-Unis, c'était les préjugés anti-américanistes que beaucoup de Français ont. Voilà, l'impérialisme américain, c'est méchant. Ils font la guerre partout dans le monde. Voilà, vraiment, ils étaient, je les diabolisais. Enfin, et puis j'avais vraiment aucune envie d'aller aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on m'aurait demandé de faire la liste des pays du monde dans l'ordre où je voulais y aller. Je pense qu'ils arrivaient derniers. Et puis, c'est un peu par accident, en fait, que j'ai découvert les États-Unis. Quand je faisais justement... en fin de licence, quand j'ai découvert la géopolitique et que j'avais été inscrite en master, en maîtrise de géopolitique, je devais chercher un sujet de mémoire. Et moi, je voulais travailler sur Cuba ou alors voilà, sur des sujets, je sais pas, l'Afrique du Sud ou alors... Enfin, je fantasmais d'autres sujets et ma directrice de recherche refusait les sujets les uns après les autres. Donc, voilà, j'étais encore au stade où je voulais travailler sur Guantanamo. Enfin, bon, bref, j'étais vraiment dans des rapports hyper binaires de puissance. J'avais été très impressionnée par la question des rapports nord-sud. Et donc, je cherchais à faire des études un peu dans ce sens-là. Et en fait, j'avais un camarade de classe qui cherchait un sujet aussi. Et notre prof lui avait proposé de travailler sur Harlem. Et il n'avait pas eu envie d'y aller. Et quand lui, il m'a parlé de ce sujet, dans ma tête, ça a fait tilt. J'ai dit, mais oui, mais bien sûr, je vais aller au cœur de l'Empire, étudier la misère ou le racisme là-bas. Et donc... voilà, et donc c'est comme ça que je suis allée aux États-Unis pour la première fois, avec un billet d'avion non échangeable, non remboursable, pour être sûre de ne pas changer d'avis. Et puis les New-Yorkais étant hyper accueillants et New York étant une ville géniale, j'y vais depuis 15 ans. Donc premier port d'attache, New York. New York. Qu'est-ce que vous y avez trouvé ? Quelles étaient vos premières impressions et vos premières analyses ? Qu'est-ce que ça disait de la société américaine ? Alors, déjà, New York, c'est fascinant dans le sens où on a l'impression qu'on y est déjà allé. C'est-à-dire qu'on connaît tous les paysages, c'est-à-dire Times Square, la Statue de la Liberté. Je suis arrivée à la Statue de la Liberté, je l'ai regardée, j'ai fait « bon, ok ». Elle est exactement comme ce qu'on avait vu. Les quartiers, on les connaît par cœur. Harlem, qui apparaît dans plein de séries, de films, etc. Enfin, je veux dire, tous les paysages urbains sont familiers. Mais il y a une énergie dans la ville. Alors, on en parle souvent et c'est mythique, mais c'est vrai que quand on y est, il y a une énergie et une ambiance qui sont hyper stimulantes. La concrete jungle. Exactement. Et puis New York, c'est pas les États-Unis en fait, complètement. Donc
tous les préjugés que je pouvais avoir sur les Américains et sur les États-Unis, en fait, à New York, ils sont complètement battus en brèche parce que c'est une ville hyper multiculturelle, avec des gens qui, de fait, sont très ouverts sur le monde. Alors moi, j'avais beaucoup entendu parler que justement, la géographie, les Américains, ils sont nuls, ils connaissent rien sur le reste du monde, ils parlent pas de langue étrangère. Non, New York, c'est tout l'inverse. Donc c'était une ville hyper riche, hyper stimulante. Donc ça, c'est la première impression. Et puis après, en commençant à travailler, moi, au départ, je voulais travailler sur un sujet de géographie assez classique, c'est-à-dire la ségrégation, ségrégation raciale, ségrégation sociale. Et puis, en fait, mon enquête de terrain à Harlem a tout de suite fait émerger la question de la gentrification. Et donc, c'est devenu mon sujet ensuite jusqu'à la thèse plus tard. Est-ce qu'on peut tracer une filiation directe entre les Jim Crow Laws aux États-Unis et les discriminations actuelles envers les minorités? Ou est-ce que c'est vraiment une toute autre histoire sans lien direct? Ah non, bien sûr qu'il y a des filiations, mais elles remontent même déjà avant les Jim Crow Laws, parce que en fait, ces lois... Alors, peut-être pour contextualiser un petit peu, c'est ce qu'on appelle les lois Jim Crow. C'est un ensemble de lois établies dans les États ségrégationnistes, donc plutôt du sud des États-Unis. Donc c'est un ensemble de lois qui variaient selon les États. Ça pouvait être des lois qui, par exemple, obligeaient la séparation des espaces publics, de l'utilisation des fontaines publiques ou des piscines entre noirs et blancs. Dans certains États, les accès à l'éducation, même certains livres scolaires ne pouvaient pas être les mêmes pour les enfants noirs et pour les enfants blancs. C'est-à-dire les objets, parce que bien sûr les écoles étaient séparées, les lois qui empêchaient les mariages interraciaux, enfin tout, voilà, des lois de liberté ou non de circulation, enfin les droits de vote, tout un tas de lois. Donc c'est l'ensemble de ces lois qu'on appelle les lois Jim Crow et qui étaient venues remplacer après la guerre de sécession, qui était venue remplacer aussi l'égalité de jurés qui était imposée par la loi américaine. Donc les États ont pris l'initiative de continuer de poursuivre la ségrégation qui existait dans les États esclavagistes. Et d'ailleurs, on parle des États esclavagistes, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de la violence aussi dans les États du Nord, mais bon, voilà. Et du coup, quelle filiation on peut tracer entre ce passé un petit peu qui ne passe pas, si je puis dire, et les discriminations envers les minorités aux États-Unis aujourd'hui, avec des problématiques comme Black Lives Matter et ce genre de mobilisation? Alors, c'est une question très vaste. Déjà, il faut bien comprendre que donc, les États-Unis... Alors, déjà, donc, je fais de la géographie, mais je fais de la géopolitique, qui est un courant de la géographie. La géographie, c'est l'étude des sociétés par l'analyse des territoires. La géopolitique, elle ajoute la question des rapports de force et de l'analyse des rapports de pouvoir entre les différents acteurs. Ça, c'est très important pour comprendre une société, qu'elle soit à l'échelle des États-Unis ou que ce soit une ville, une commune, un quartier, etc. Il y a des rapports de force à l'œuvre. Les États-Unis sont fondés par des colons britanniques qui s'installent aux États-Unis pour fuir une monarchie tyrannique qu'ils perçoivent comme tyrannique. Ils fondent des 13 colonies qu'ils vont ensuite fédérer et ça va être la naissance des États-Unis. Bon, et puis ensuite, la colonisation, l'appropriation des terres des natifs américains, etc. Donc déjà, on fonde un pays sur l'éradication d'une population, d'une culture, sur un génocide presque. Le mot est peut-être un peu... fort, mais enfin quand même sur l'élimination d'une oppression très très forte. Donc ça, c'est l'ADN déjà des États-Unis. À ça s'ajoute l'esclavage qui va très rapidement permettre la construction des villes américaines, du front d'urbanisation, de la colonisation elle-même, et
le développement économique des États du Sud, par exemple des États-Unis, repose en très grande partie sur le travail non rémunéré, le travail gratuit, cette main-d'œuvre gratuite des esclaves asservis dans la plus grande violence. Donc tout ça est dans l'ADN des États-Unis. Même après la guerre de sécession, donc pour rappel encore une fois, c'est-à-dire qu'il y a des États qui refusent de mettre fin à l'esclavage et donc qui rentrent en guerre avec le reste des États-Unis, voilà, qui voulaient faire sécession pour pouvoir maintenir l'esclavage, et donc c'est la guerre de sécession qu'ils perdent. Ce sont des États défaits, ils ont perdu la guerre, et pour autant, donc les États-Unis unifiés vont devoir continuer de se développer en assimilant du coup une population. Donc dans les États du Sud concrètement, ça veut dire que les anciens esclaves qui d'un coup accèdent au statut de citoyens et qui doivent trouver du travail rémunéré, et que les anciens maîtres d'esclaves doivent rémunérer aussi, c'est-à-dire que ça se joue des deux côtés. Donc ça change beaucoup les rapports dans les États-Unis. C'est donc à la suite de l'abolition de l'esclavage, entre autres, qu'on a aussi un exode des Noirs du sud des États-Unis vers les grandes villes du nord des États-Unis, où ils vont aller fournir de la main-d'œuvre à des villes qui s'industrialisent et qui se développent de plus en plus. Parce qu'il n'y avait pas assez de travail dans le sud, ou parce que c'était trop violent, parce qu'on se disait qu'on allait peut-être pouvoir avoir une vie meilleure, un développement personnel meilleur dans les villes du nord que dans ces États du sud qui, malgré la fin de l'esclavage, restaient extrêmement violents. On le voit dans la vie de certaines figures politiques noires américaines, comme Malcolm X, qui grandit dans cette Amérique du Sud, avec une très grande violence, un Ku Klux Klan qui est très présent au début du XXe siècle. Et donc toute cette population noire, enfin pas toute, mais une grosse partie, va s'exiler dans les villes notamment du nord-est américain. Voilà. C'est ça, ils vont s'exiler vers le nord des États-Unis. Après, il va y avoir un certain nombre de problématiques plus spécifiques aux villes industrielles qui vont se développer. Là, ça devient difficile de faire des généralités parce que les États-Unis, c'est quand même un territoire qui est immense. Faut se rendre compte qu'un État comme le Texas, c'est à peu près la superficie de l'Égypte. Et le New Jersey, qui est un petit État, c'est à peu près la superficie d'Israël. Donc, parler des États-Unis, c'est vraiment un défi de faire des généralités. Il y a des dynamiques territoriales et locales, régionales vraiment très diverses. Donc, voilà. Donc les villes du Nord industrielles se développent avec cette main-d'œuvre, qui d'ailleurs à certains endroits va être utilisée dans des rapports sociaux, dans les conflits de classe, puisque par exemple les ouvriers, il y a en même temps des mouvements migratoires d'Europe et des ouvriers des classes populaires blancs, irlandais, italiens, qui vont se mettre en grève, se syndiquer, constituer des gros mouvements, mais qui vont pas associer les ouvriers africains-américains dans ces combats-là. Il va y avoir des dissensions. Les Africains-américains vont parfois être utilisés comme briseurs de grève. Comme briseurs de grève. Alors pas uniquement, parce qu'il y a aussi des luttes chez les Africains-américains, mais enfin en tout cas leur précarité et le racisme dont ils sont victimes font qu'il est plus difficile pour eux de se mettre en grève et de participer à ces mouvements-là. Ils subissent un peu la double peine et la double violence à chaque fois. Et puis, alors moi, je suis plutôt spécialiste de la question urbaine et notamment donc de la gentrification. Et sur un quartier comme Harlem, on va voir que ce quartier va se transformer à cette période-là pour devenir ce qu'on appelle un hyper-ghetto, où il y aura une hyper-ségrégation et donc des conditions de logement déplorables, etc. Alors, le mot est lâché. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour vous, c'est quoi la gentrification ? Alors, la gentrification, c'est la transformation
économique, culturelle, paysagère d'un quartier ou d'une ville, et souvent qui implique le remplacement d'une population pauvre par une population plus riche. Et souvent, c'est une population noire, ou non blanche en tout cas, qui est remplacée par une population blanche. À Harlem, dans mes travaux, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a eu une phase intermédiaire où c'est une bourgeoisie noire qui a remplacé d'abord les classes populaires noires. Et ensuite, ça a permis aux autres catégories raciales, blanches et asiatiques, de venir dans le quartier. Donc c'est pas toujours binaire, c'est pas toujours des blancs qui remplacent les noirs. Il y a vraiment des rapports de classe très forts. Et à Harlem, on a observé que c'était la bourgeoisie noire qui avait permis la gentrification du quartier, en partie. Et votre ressenti aussi, ça se ressent aussi pas mal à Brooklyn. On a une personnalité comme Spike Lee qui peste souvent contre la gentrification. Est-ce que vous considérez que c'est une forme de perte d'identité, une forme d'appauvrissement, ou est-ce que ces quartiers, du fait de l'amélioration du cadre de vie, s'améliorent ? C'est ça qui est critiqué dans la gentrification. Enfin, il y a plusieurs choses qui sont critiquées dans la gentrification, mais c'est la perte d'identité, effectivement, des quartiers. Si c'était seulement l'amélioration des conditions de vie et de la qualité de vie, les habitants de Harlem, ils réclamaient depuis très longtemps d'avoir des meilleurs services urbains, d'avoir des meilleures infrastructures. Des loyers contrôlés. Des loyers contrôlés. Alors, toutes les politiques de loyer, c'est très différent aux États-Unis, mais Harlem, c'est un quartier qui avait au départ été construit à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, au moment où le métro arrivait au nord de Central Park, et qui avait été construit pour l'aristocratie blanche, la bourgeoisie blanche. C'était un faubourg très riche depuis le début de la population, l'urbanisation de Manhattan. C'était un peu le dernier front d'urbanisation. Et il y a eu une spéculation très intense en 1904 autour de l'ouverture de ce métro. Ça a créé une bulle immobilière et puis qui a éclaté. Et il n'y avait pas assez de blancs pour acheter tous ces logements-là. À l'époque, c'était déjà JP Morgan, donc il y a des choses qui ne changent pas. Voilà. Et à la même époque, il y avait cette grande migration dont on parlait tout à l'heure, des Noirs du sud des États-Unis qui fuyaient donc les conditions de vie très dures du sud et le chômage. Donc il y a certains propriétaires qui se sont rendus compte que, après tout, valait peut-être mieux louer leur logement à des Noirs, en plus les louer plus cher du coup, que d'avoir des logements qui restaient vides. Il y en a certains qui ont même décidé d'exploiter ça encore plus loin, en infiltrant par exemple une famille noire dans un quartier pour faire fuir toutes les autres familles blanches, puisqu'il faut bien se rappeler que début du XXe siècle, le racisme, les préjugés, les stéréotypes sont extrêmement forts et que, évidemment, c'est tout de suite la grande peur de toutes les dérives et déviances possibles, de la violence, et puis de la perte de capital immobilier. C'est-à-dire que les gens, les familles blanches pensaient que leur logement allait perdre de leur valeur avec l'arrivée des familles noires dans ce quartier. Et que donc, pour sauver le patrimoine, il valait mieux déménager. Donc très rapidement, il y a un turnover comme ça de population et les familles noires deviennent majoritaires dans le quartier. Sauf que ces très belles maisons bourgeoises, avec à Harlem, il y a un patrimoine architectural magnifique. Au lieu d'être loués à des familles, au lieu qu'une famille noire remplace une famille blanche, ces logements, ils ont été découpés pour accueillir plus de gens. Parfois, il y avait même des pièces seulement qui étaient louées, par exemple la salle de bain. Parfois, il y avait des roulements. On louait quelques heures le jour, quelques heures la nuit pour justement les ouvriers qui venaient juste dormir à la maison. On leur faisait des prix qui étaient beaucoup plus élevés que les familles blanches, etc. Et donc, ces conditions de vie, elles ont contribué à la dégradation très rapide des infrastructures et des logements, et le quartier s'est dégradé très rapidement, et jusqu'à ce que, dans les années 70, le quartier était extrêmement délabré.
Et là encore, je peux partir des heures là-dessus. Ouais, là encore, dans les années 70, les conditions se sont aggravées parce que certains se sont rendus compte qu'ils pouvaient tirer profit de ce désinvestissement. Et il y a eu pas mal, par exemple, d'arnaques à l'assurance où on faisait brûler les bâtiments pour toucher les assurances. Il y a eu la même chose dans le Bronx. The Bronx is burning. Voilà, exactement. Et puis, c'est ce que Neil Smith, donc, qui est un géographe, qui était un géographe marxiste, qui est le premier à avoir travaillé sur la gentrification, il avait montré que c'était que tout ça n'était pas du tout un hasard, que ça n'arrivait pas spontanément par le fait d'une succession d'événements, mais qu'il y avait de manière concertée et organisée des cycles d'investissement et de désinvestissement des quartiers, et que la manière dont était produit l'espace, donc c'est une analyse marxiste, mais que la manière de produire l'espace impliquait des cycles de désinvestissement de manière à maximiser la possibilité de profit au moment où on réinvestissait. Donc la gentrification, elle naît dans ces conditions-là. On a laissé un quartier se dégrader au maximum parce que de toute façon, les propriétaires n'avaient plus aucun intérêt à mettre un seul dollar dans leurs immeubles. Il y avait des coûts de maintenance qui étaient beaucoup trop élevés, et donc ils ont cessé de payer les impôts fonciers, etc. Et ils ont abandonné leurs bâtiments. La problématique de la drogue aussi dans ce quartier-là, surtout à l'époque. Qui s'est ajoutée, la problématique du crack, la problématique du sans-abrisme, la problématique du chômage, parce que ce qui s'est passé aussi dans les années 70, c'est que les gains du mouvement des droits civiques dans les années 60 ont permis aux classes moyennes noires, ou en tout cas aux familles qui le pouvaient, financièrement et économiquement, de quitter ces villes-centres. Puisque comme la ségrégation était légale, même si on était médecin, si on était noir, on n'avait pas accès à des quartiers bourgeois blancs. Quand la ségrégation résidentielle a été interdite par les lois des droits civiques au début des années 60, un certain nombre de familles noires de la petite bourgeoisie ou de classe moyenne, moyenne supérieure, sont parties vers les banlieues, en pensant en partie que ça irait mieux là-bas, que le racisme y serait moins fort, que la qualité de vie y serait meilleure, qu'ils pourraient élever leurs enfants, etc. Enfin, et donc, ça n'a laissé dans les centres-villes que les populations les plus vulnérables, ceux qui n'avaient pas les moyens d'y échapper. Les gens qui étaient dans les logements sociaux, les gens qui n'avaient pas de moyens financiers ou pas de ressources, les malades, etc. Donc, on a eu comme ça un cumul de processus qui ont conduit à cette situation hyper dégradée dans les années 70 et 80, qui a ensuite permis à la municipalité de récupérer un certain nombre de terrains et d'immeubles qui avaient été laissés vacants, parce que justement, comme les propriétaires ne payaient plus leurs impôts, leurs taxes foncières, impôts locaux, il y avait une loi qui permettait à la mairie de préempter ces bâtiments. Et ensuite, la mairie a utilisé tout ce patrimoine foncier pour le revendre à prix cadeau à des promoteurs immobiliers et à des développeurs qui, pour de modiques sommes, ont pu maximiser leur retour sur investissement. Et à cette époque-là, du début de la gentrification, on a un maire qui est élu à New York, qui s'appelle Rudolph Giuliani, qui, je pense, a laissé un souvenir ambivalent à Harlem. Non, pas très ambivalent. Non, les gens le détestent. Ouais, je pense que c'est le cas de le dire. Et du coup, c'est le retour à Harlem de certaines questions, notamment les relations police-population, avec des politiques comme le stop and frisk, qui sont perçues comme des politiques discriminatoires envers les Noirs. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, déjà, Rudolph Giuliani, il n'y a pas que à Harlem qu'il a laissé un souvenir désagréable, mais globalement, effectivement, ce maire, c'est pas exactement avec lui que commence la gentrification, mais il est crucial, il est déterminant dans ce qui va se passer dans les décennies qui suivent. Rudolph Giuliani, il a mis en place ce qu'on appelle la politique de tolérance zéro, donc qu'on a connu, nous, sous d'autres... sous la voix d'une autre personne, pour ne pas le nommer Nicolas Sarkozy.
Mais enfin, Rudolph Giuliani, c'est un maire qui a développé une politique extrêmement brutale, pas seulement à l'égard des minorités raciales, mais aussi à l'égard des pauvres, des sans-abri, des drogués, des prostituées. C'est un maire qui a décidé, il se basait sur la politique de la fenêtre cassée. C'est une théorie de sciences sociales qui dit que dans un quartier, si on laisse une fenêtre cassée, c'est un signe c'est un signal. Un appel d'air pour plus de dégradation. Exactement. Que rien n'est fait et que donc on peut dégrader encore plus ou avoir des comportements, enfin voilà, déviants, etc. Et que donc c'est les petites incivilités qu'il faut attaquer et réprimer le plus durement et le plus tôt, de façon à lutter contre le crime et à promouvoir une qualité de vie meilleure. Donc concrètement, cette politique brutale, elle s'abat sur les vendeurs de rue, par exemple, qui sont chassés par la garde nationale un petit matin à 6 heures du matin. La garde montée débarque et expulse les vendeurs de rue de la 125e rue à Harlem, par exemple. C'est contre les prostituées, c'est contre les sans-abri, c'est contre les drogués. Donc tout ça n'est pas une lutte contre la drogue, c'est une lutte contre les usagers de drogue. C'est pas contre la prostitution et les réseaux de proxénétisme, c'est contre les prostituées, etc. Et il y a énormément de lois qui sont votées au fur et à mesure qui pénalisent les petites infractions. C'est ce que Loïc Vacan a appelé la criminalisation de la misère. Et donc, le lien, c'est que, par exemple, quand en 2014, on voit que Eric Garner est interpellé par la police à Staten Island, c'est pour quelle infraction? Ce serait parce qu'il vend une cigarette à l'unité au coin de la rue et que c'est interdit. Qui a écrit ce genre de loi? Évidemment que c'est des gens puissants, au pouvoir. Et c'est là que je reviens à l'usage et à l'intérêt de la géopolitique pour comprendre les rapports de force. C'est que la loi, elle est écrite par les gens qui sont en position de pouvoir, en position de force. Donc les lois, quand elles pénalisent un certain nombre de comportements ou d'infractions, aussi mineurs soient-ils, c'est bien qu'il y a un paradigme idéologique qui prévaut, et en l'occurrence celui que l'espace public doit être réservé à un certain nombre de catégories sociales, à un certain nombre de comportements. Et donc on nettoie la ville dans les années 90, on nettoie très brutalement New York, donc de ces gens dont on considère qu'ils ont des comportements déviants. Ça, c'est Giuliani. Giuliani aussi a mis en place, sous cette politique de tolérance zéro, un phénomène qu'on voit très très bien dans la série The Wire notamment, c'est l'apparition des unités policières qui se fondent sur les statistiques, oui. Ce qu'on appelle les Comstats, et on voit l'importance de ces statistiques dans la série The Wire, puisque certains commandants de district, l'équivalent des commissaires en France, s'ils n'ont pas les chiffres réclamés, se font virer assez brutalement. Donc, est-ce que cette apparition des statistiques dans la lutte contre la criminalité, elle a envenimé encore plus les choses dans les quartiers comme Harlem ? Oui, en tout cas, elle a antagonisé les rapports police-population de façon très forte, effectivement. Donc, Giuliani, il a utilisé la police pour mener la politique dont on parlait à l'instant. Et il a modernisé, si on peut dire, la police avec le développement de logiciels et d'outils statistiques, le déploiement de police aussi de proximité. Mais alors, du coup, pas pour créer des relations pacifiées avec les citoyens, mais plutôt pour aller directement au contact et surveiller tous les espaces. Ce qu'on a appelé les street crime units, notamment. Exactement. Donc voilà, effectivement, toutes ces stratégies professionnelles de la police ont un impact sur les relations population-police. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'il y a il y a des spécificités dans les quartiers de minorité, que ce soit les quartiers noirs ou les quartiers hispaniques. La police y est particulièrement agressive. Il y a tous ces phénomènes d'incarcération de masse. Donc
tout ça se fait écho, ce dont je parlais sur la criminalisation de la misère, les lois de Broken Windows, toutes ces stratégies qui incarcèrent massivement les plus vulnérables. Et dans des prisons privées parfois, aux États-Unis. Alors ça, c'est en plus un deuxième pan du sujet. Et pour comprendre les États-Unis et cette société, c'est que, j'apprends rien à personne, mais c'est une société capitaliste. Et que donc la question du profit, la question de générer des revenus ou d'exploiter lucrativement tout, à peu près, se pose à chaque fois. Donc sur la question des prisons, effectivement, il y a tout un pan de l'économie qui repose sur l'incarcération massive des Noirs américains. Il y a des prisons privées, mais il y a du coup tout un tas de services qui sont vendus à ces prisons. Donc, et même dans les prisons publiques, beaucoup de services sont sous-traités à des entreprises. Enfin, c'est une économie en soi, comme l'économie des armes. Enfin, c'est un autre sujet, on y reviendra peut-être plus tard. Mais tout ça, c'est un business énorme. Et pas seulement économiquement, mais aussi politiquement. Parce que, par exemple, c'est un petit peu technique, mais il y a beaucoup de prisons qui se trouvent dans des comtés ruraux, où il y a peu de population. Sauf que ces comtés, pour avoir une prison, enfin, du fait qu'ils ont une prison, ils reçoivent des subventions ou ils reçoivent des fonds publics ou pas que, aussi des revenus indirects liés à l'emploi que ça génère sur leur territoire, les services. Une prison, ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent visiter les prisonniers, donc ça veut dire des restaurants sur le chemin, à l'entrée, des hôtels peut-être. Enfin, vous voyez toute l'économie en chaîne, etc. Et donc, ces comtés ruraux, ils reçoivent de l'argent pour ces prisons, donc ils deviennent dépendants de cette activité économique. Et l'autre élément pervers, c'est que les prisonniers sont recensés sur le lieu de la prison, pas dans leur quartier. Ce qui fait que politiquement, au nombre d'habitants et au nombre de subventions qu'on touche pour tant d'habitants, etc., ces comtés ruraux reçoivent plus d'argent qu'ils ne devraient en recevoir et dépossèdent les quartiers d'où viennent ces prisonniers. Donc on voit aussi que politiquement, il y a aussi là une question de démocratie un petit peu compliquée. Je parlais de la série The Wire, et à côté des quartiers gentrifiés ou en cours de gentrification comme Harlem, il y a tout un tas de villes aux États-Unis, notamment à l'Est, qui ne sont pas du tout en voie de gentrification. Je pense à Baltimore, par exemple. Est-ce que vous pensez que ce qui est dépeint dans la série The Wire, par exemple, c'est de l'ordre du documentaire, comme certains le pensent aux États-Unis, ou est-ce que ça reste de la fiction? On a quand même l'impression d'une extrême pauvreté et de problématiques qu'on ne voit plus dans des villes comme New York depuis les années 60-70, et que la situation, justement, là-bas, dans beaucoup de villes désindustrialisées notamment, je pense à Détroit également, la situation va de mal en pis. Alors, il y a beaucoup d'éléments et je me perçois que j'ai même pas fini de répondre à la question d'avant, mais bon, on y reviendra peut-être. Mais alors déjà sur The Wire, bien sûr que cette série, elle est extrêmement réaliste, elle est extrêmement bien documentée, elle est fascinante à ce niveau-là pour tous les sociologues et voilà. Des chercheurs en sciences humaines, cette série, elle est absolument stupéfiante de réalisme et de justesse et de nuance dans les propos. Est-ce que ce qui est dépeint, vous dites la gentrification, enfin tu dis la gentrification, il n'y est pas encore bien développé. On voit pourtant dans des épisodes que ça commence, les promoteurs immobiliers qui se rapprochent des politiques pour faire avancer justement leurs projets immobiliers. Ça, c'est les débuts de la gentrification. Concrètement, ça se passe comme ça. À New York, ça a été pareil. Il y a eu des alliés politiques aux promoteurs, mais je reviendrai plus tard sur New York. Mais donc ça se produit. Après, il y a des étapes, il y a des calendriers qui sont un petit peu différents. Il y a des quartiers qui se gentrifient plus ou moins vite, selon des paramètres parfois locaux, régionaux. Et il y a aussi un autre élément, c'est que en 2007-2008, la crise économique,
elle a quand même mis un coup d'arrêt à de nombreux projets dans beaucoup de quartiers. À Harlem, c'était suffisamment avancé pour que le quartier absorbe cette crise économique, même si ça a un petit peu ralenti la gentrification pendant quelques années. Mais il y a beaucoup de quartiers où ça a complètement paralysé les projets en cours. Alors on peut dire que ça a été une respiration pour ces quartiers-là et ça leur a permis de résister à la gentrification. Mais voilà, il y a de nombreuses, en tout cas les tendances, mais mondiales en fait, hein, même pas seulement aux États-Unis, il y a quand même une tendance à la standardisation des politiques urbaines qui vont passer par des stratégies de mixité sociale, raciale, de mixité commerciale et résidentielle. Voilà, il y a quand même une uniformisation des villes et on observe ces processus de gentrification à Mumbai, à Paris, à Harlem, Baltimore, peut-être pas encore beaucoup, encore qu'il faudrait regarder, je ne connais pas bien Baltimore, mais il faudrait regarder à l'échelle de certains quartiers si c'est quand même pas déjà vif. Mais voilà, on le retrouve partout. Et tu l'as effleuré rapidement, la question des armes aux États-Unis, qui est très prégnante en ce moment. On se rend compte qu'aux États-Unis, il y a le droit de porter des armes, qui est garanti par le deuxième amendement, qui est perçu, en tout cas à tort ou à raison, comme un pilier de la démocratie américaine, par beaucoup d'Américains justement. Est-ce que c'est pas une forme de valorisation du cow-boy dans l'imaginaire collectif, comme le rappelle ainsi le Washington Post? On a une situation avec ce droit de porter des armes où aux États-Unis, dans le premier trimestre 2019, il y a plus d'Américains tués par les armes à feu que lors du débarquement de Normandie. Comment cette problématique-là, elle divise encore l'Amérique et qu'est-ce que tu en perçois de ce que ça dit de ce pays? Déjà, ça dit que c'est là qu'il y a une énorme différence culturelle entre les États-Unis et la France, par exemple, et dans la façon dont on perçoit, dont on conçoit la citoyenneté et la démocratie, par exemple. C'est que donc les États-Unis sont fondés sur une valeur d'individualisme qui est revendiquée. C'est-à-dire que la valeur qui prédomine, c'est la liberté. Et ensuite l'égalité. En France, c'est un petit peu l'inverse. On va parler d'égalité avant même de parler de liberté individuelle. Aux États-Unis, c'est fondamental, la liberté individuelle. Et ce second amendement, il faut revenir encore une fois à l'histoire de ces colons britanniques qui fondent les États-Unis. Ils ont en tête à cette époque-là deux choses. D'une part, que le gouvernement potentiellement peut être tyrannique et que donc il faut pouvoir se défendre contre le gouvernement. C'est de là que naît le second amendement et la possibilité que les citoyens armés forment une armée, une milice citoyenne pour renverser un gouvernement qui serait potentiellement tyrannique. Et le deuxième élément, c'est que les pères fondateurs ne font pas tellement confiance aux gens pour être capables de décider d'avoir des analyses politiques très justes ou très pertinentes. C'est pour ça qu'ils mettent en place ces sénateurs, ce collège électoral de sages qui vont décider pour la nation. Donc les Américains, ils sont très attachés à ce second amendement parce que pour eux, c'est la possibilité de s'affirmer contre l'État. Et surtout, ils ne veulent pas, à aucun titre et à aucun prix, que le gouvernement interfère avec leur liberté individuelle et leurs droits personnels. Quand on est aux États-Unis, c'est impressionnant ce blocage. Est-ce que tu l'as vécu de la même manière sur l'attachement à ce droit, justement, de porter des armes? Oui, mais c'est ça. C'est ça, c'est que de toute façon, que ce soit sur le sujet de l'avortement, que ce soit sur le sujet du droit à porter des armes, que ce soit sur la religion, que ce soit... En fait, que ça s'exprime de manière conservatrice ou pas, conservatrice selon nos propres termes, hein. Là, effectivement, je parle en tant que Française, mais... ils ne veulent pas, les Américains, que le gouvernement... Ce n'est pas le rôle, dans leur conception de la démocratie, ce n'est pas le rôle du gouvernement et de l'État de venir leur dire ce qu'ils doivent faire dans leur sphère privée.
Et c'est pour ça qu'ils pensent que la question des armes, le problème, même pour ceux qui reconnaissent qu'il y a effectivement beaucoup de victimes et de vrais dangers liés à la question de la circulation des armes à feu, ils pensent que c'est juste une question de gens qui utilisent mal, qui font mauvais usage de ces armes. Mais que eux, en tant que citoyens responsables et en tant que bons citoyens, ils ne devraient pas subir ou pâtir du mauvais comportement d'autres citoyens. Donc à la limite, c'est pour ça que le débat aux États-Unis sur le droit des armes, il n'est pas sur une interdiction des armes à feu. Très très peu, il y a très peu de gens qui vont revendiquer d'interdire le port d'armes, par exemple pour les citoyens, mais il va être sur la législation et l'encadrement de l'accès aux armes ou de l'usage des armes. Mais voilà, globalement, ils pensent que les citoyens ont le droit d'être armés, même si, au départ, le fait que c'était pour la chasse ou pour, etc., même s'ils ne chassent plus, même si ils veulent pouvoir être armés, ils veulent avoir le droit à la légitime défense. Là, il y a beaucoup d'États aussi qui ont ce qu'on appelle les stand your ground, les lois stand your ground, donc qui disent qu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui rentre dans notre propriété, la propriété, ça peut être le jardin, la voiture, l'appartement, on a le droit de lui tirer dessus, même si cette personne n'était pas armée, même si cette personne, etc., parce que c'est de la légitime défense, on a le droit de protéger autant sa propriété que sa famille. Voilà, donc c'est un petit peu difficile à comprendre pour nous, mais effectivement, on touche à l'ADN de leur conception de la citoyenneté, de la démocratie. On le voit là je m'adresse à nouveau à la géographe, on le voit notamment dans tes cartes que je recommande vraiment à tous. Est-ce que finalement, c'est pas Trump qu'on sous-estime souvent, qu'on dépeint comme un imbécile, qui a le mieux compris les aspirations de beaucoup d'Américains qui se sentent relégués géographiquement, la classe blanche paupérisée notamment, les gens qui ne sont pas dans les grandes villes, qui aspirent justement à ce qu'on les laisse entre guillemets tranquilles, à payer moins d'impôts, à avoir le droit de porter des armes, qu'on déconne pas un peu trop sur le droit à l'avortement qui devrait quand même être très encadré, voire ne pas exister. Est-ce que c'est pas Trump qui a mieux perçu que les démocrates, qui pourtant se prétendent les alliés des classes populaires, ce que justement ces classes paupérisées désiraient aux États-Unis? Est-ce que c'est pas ça actuellement le problème? Alors il est vrai que l'élection de Trump en grande partie résulte de ce malaise de l'Amérique blanche et notamment des classes moyennes qui se sont paupérisées, comme tu viens de bien le résumer et le récapituler, et qui avaient une crainte du déclassement et pas mal de facteurs d'indices, d'indicateurs sociodémographiques qui montraient que l'espérance de vie des Blancs déclinait, que le chômage augmentait, que l'ascension sociale était plus difficile. Enfin, voilà, il y avait une peur du déclassement. À ça s'ajoutent les années Obama, qui ont quand même, je pense qu'on ne l'avait pas mesuré, mais suscité un très grand ressentiment dans une partie de l'Amérique qui s'est sentie menacée par ce qui a été vu comme une victoire des minorités et comme des avancées des minorités. Et en plus, le deuxième mandat d'Obama, il a été extrêmement marqué par le mouvement Black Lives Matter, par exemple, et justement des revendications raciales, la résurgence du débat racial. Quand Obama il est élu en 2008, on est tous on est tous. Le mythe de l'Amérique post-raciale. Tout le monde croit que c'est la fin des tensions raciales, que ça y est, l'Amérique a mis fin à un de ses démons les plus anciens, pour revenir sur l'histoire de l'esclavage et de l'ADN, comment le pays s'est construit. Voilà. Sauf que évidemment que ça n'a rien réglé et que Obama n'était absolument pas un signal que ces questions-là étaient réglées. Et d'ailleurs, au moment où il est élu, en 2008, et qu'il y a au même moment la crise des subprimes, les premières familles à être laissées sur le carreau par cette crise des subprimes, cette crise des subprimes, ce sont les familles noires et les familles hispaniques, à qui on avait vendu beaucoup de prêts véreux et
D'ailleurs, ce sont les seuls groupes qui n'ont pas complètement récupéré leur patrimoine depuis cette crise, parce que les familles blanches qui avaient tout perdu, etc., ont récupéré leur patrimoine depuis. C'est pas le cas pour les classes moyennes noires. Donc, mais pour les classes moyennes inférieures noires. Donc il y avait cet élément. Donc il y avait un espèce de retour de bâton, je pense, d'une partie des électeurs blancs de l'Amérique blanche qui voilà, voulaient un peu punir finalement cet épisode et refermer cet épisode d'avancée pour les minorités. Et puis, côté démocrate, il n'y a pas eu une mobilisation assez forte autour d'Hillary Clinton, qui, il faut le rappeler quand même, a eu beaucoup plus de voix. Pardon, Hillary Clinton qui a eu beaucoup plus de voix que Donald Trump au cours de l'élection, mais le système électoral hérité de la Constitution des États-Unis et des pères fondateurs fait que les États ruraux ont encore aujourd'hui plus de pouvoir que les États urbains de la côte Est ou de l'Ouest américain. Donc, tous ces facteurs ont contribué effectivement, plus le populisme de Trump, voilà, les avancées des conservateurs très très forts, etc. Est-ce que finalement, avec ce que tu viens de dire et le fait que le système électoral américain le favorise quelque part, on n'est pas parti sur une ère aux États-Unis qui favorise longtemps les Trump américains, je dirais? Est-ce que la procédure aussi d'impeachment qui est lancée actuellement, elle va pas avoir un peu l'effet inverse pour les démocrates, c'est-à-dire qu'elle va beaucoup antagoniser, puisqu'une procédure de ce type-là est extrêmement rare aux États-Unis. Est-ce que ça ne va pas encore plus raviver les tensions alors qu'on estime qu'il y a très peu de chances qu'elle aboutisse? Je fais très peu de prospective. Je ne peux pas prédire ce qui va se passer. Les faits étaient suffisamment accablants pour que cette procédure aboutisse sur l'impeachment de Trump, puisque au départ, Nancy Pelosi, elle ne voulait pas lancer cette procédure. Elle a attendu jusqu'à ce que effectivement tous les critères soient réunis et les démocrates suffisamment unis aussi autour de cette procédure. Je ne sais pas si ça va accroître ou pas les tensions. Les démocrates ont l'air d'être dans une énergie et un dynamisme un petit peu différent, assez constructif. On sent qu'ils sont en train de se resserrer aussi sur une, on va dire, plus à gauche sur l'échiquier politique qu'ils ne l'ont été. On est encore loin, ceci dit, de l'élection, donc où ça va aller, c'est encore difficile à dire, mais l'émergence de figures comme Alexandria Ocasio-Cortez ou même celle de Bernie Sanders, qui était déjà présent à la dernière élection, mais qui continue d'être là et de faire une campagne haut dans les sondages. Une figure comme Elizabeth Warren aussi, qui est solide. Je ne peux pas dire où ça va aller, mais en tout cas, les démocrates me paraissent être dans une dynamique où ils se rassemblent sur un projet plutôt plus à gauche, plus progressiste qu'avant. Et l'autre élément, c'est qu'au niveau des mouvements sociaux et des mouvements comme Black Lives Matter ou des associations, des leaders communautaires, etc., ils ont rejoint la campagne de façon plus... Comment dire on avait vu des antagonismes très forts entre Black Lives Matter et Hillary Clinton, par exemple, et même Bernie Sanders à l'époque. Ces mouvements, ils avaient beaucoup de rancune et de critiques tout à fait légitimes d'ailleurs, mais contre ces démocrates établis qui n'avaient pas suffisamment intégré la question des minorités et qui venaient courtiser les minorités uniquement au moment où, pour des besoins électoraux, mais qui en fait sur le fond les avaient trahis et abandonnés à maintes reprises. Donc il y avait une stratégie assez agressive finalement avec des militants par exemple qui venaient, qui débarquaient dans des meetings et qui gênaient la campagne.
Là, j'ai l'impression que la stratégie a un petit peu changé et qu'ils sont plus nombreux à, par exemple, faire campagne pour des candidats à l'investiture démocrate. Je sais que les fondations aussi, les fondations privées ont commencé à mettre de l'argent sur la table pour pouvoir permettre à des militants de faire campagne, de s'investir, de travailler sur le terrain. Donc il me semble qu'il est en train de se passer des choses sur le terrain. Après, dire exactement où ça va aller, pour l'instant, c'est un peu tôt. Pour une dernière question sur les États-Unis, en tout cas, c'est peut-être qu'une impression, les mouvements comme Black Lives Matter ou Occupy Wall Street avant ça, est-ce qu'ils sont vraiment représentatifs ou ils ne sont pas en essoufflement? Et finalement, est-ce que l'élection de Trump, c'est pas j'ai envie de dire, un cinglant démenti électoral pour les causes qu'elle porte? Au contraire, j'ai envie de dire que l'élection de Trump, elle montre que tout ce que dénoncent Black Lives Matter et Occupy Wall Street est plus que jamais vrai. Il y a une société qui est extrêmement clivée et donc, alors Occupy Wall Street, c'était un mouvement un petit peu plus ponctuel, même si la réalité sociale dénoncée, elle persiste. Hein. Les richesses sont détenues par 1% des Américains et 99% se partagent tout le reste. Et Black Lives Matter, est-ce qu'il s'essouffle? Je ne sais pas. Je pense que ça dépend de l'échelle à laquelle on regarde. Ça s'est essoufflé sur le plan médiatique international, oui, ça c'est sûr. Aujourd'hui, les médias sont un petit peu moins attentifs à ce que fait le mouvement Black Lives Matter. Mais ça ne veut pas dire que sur le terrain, ils font rien. Il y a eu beaucoup d'avancées à la fois sur le plan politique et électoral, par exemple. Localement, il y a eu des procureurs, par exemple, qui n'ont pas été réélus, qui ont été destitués, ou d'autres qui ont été élus. Il y a eu des maires de grandes villes, y compris, qui ont été élus. Donc ça, c'est sur le plan politico-électoral. Il y a eu aussi des avancées sur le plan législatif. Il y a pas mal d'États qui ont légiféré sur le fait que les policiers doivent porter des body caméras, ou sur le fait que... par exemple, les seuils de prison pour détention de marijuana, enfin, tout un tas de mesures législatives qui sont destinées à améliorer les relations entre les Noirs et la police ou la question de l'incarcération massive des Noirs et donc de faire réduire cette disparité. Donc ça, ce sont des avancées aussi concrètes sur le plan législatif. Il y a eu des avancées en termes symboliques. Toutes les campagnes qui ont conduit à la suppression, d'enlever certaines statues, par exemple, dans les espaces publics de généraux de l'armée confédérée, d'esclavagistes finalement qui étaient encore dans l'espace public, qui étaient sur les frontons des écoles ou qui nommaient des autoroutes ou voilà. C'est quoi ta position là-dessus, à titre informatif, sur le fait d'avoir une statue d'un général esclavagiste dans l'espace public, du général Lee? Ma position, c'est que de célébrer des personnages de cette façon-là, sans même contextualiser de façon critique, est extrêmement problématique. On sait bien que les imaginaires collectifs, ils sont très imprégnés. C'est la même chose sur la question de la présence des femmes dans l'espace public, par exemple. Le fait que la toponymie des rues dans les villes soit très très minoritairement féminine, et que quand c'est des femmes, c'est la place devant la crèche ou une impasse dans un coin de... Je veux dire, c'est extrêmement problématique. Quelles femmes ont des boulevards ou des avenues? Je veux dire, on a des ruelles et des impasses ou des petites placettes. Non, mais c'est important. La question des symboles dans l'espace public, elle est extrêmement importante. Donc tout ce qui s'est passé à Charlottesville à la suite de ces altercations sur la statue du général Lee, qui ont conduit à la mort d'une militante antiraciste, qui ont conduit à Trump qui a dit non mais il y a des bonnes personnes de chaque côté, il faut... Non, je veux dire évidemment que...
Donc là, il y a des avancées quand même, parce que ces statues, elles sont retirées au fur et à mesure. À New York, il y a un exemple de la statue du docteur Marion Sims, qui est le premier gynécologue. Donc, il est considéré comme le père de la gynécologie moderne, etc., l'inventeur du spéculum, sauf qu'il a conduit la moitié de ses expériences sur des femmes noires, etc., et sans anesthésie, dans une grande souffrance, et que, voilà, c'est relativement monstrueux la façon dont il a produit ces résultats. Voilà. Donc il y avait une statue de lui à Harlem qui a été très longtemps contestée et qui maintenant a été démontée et qui est remplacée par une statue de femme noire. Donc ça, ce sont des victoires, je pense, qui sont directement à imputer à Black Lives Matter. Le fait qu'on parle plus des relations raciales et des tensions raciales dans la presse, dans les médias, voilà, un petit peu partout, ça, c'est quand même de grandes victoires. Comment est-ce qu'on réévalue l'histoire avec les informations dont on dispose aujourd'hui sans faire d'anachronisme, je dirais? Est-ce que c'est pas là la difficulté de l'exercice? Bien sûr, mais par exemple, si on prend cette question des statuts, en grande partie, les gens disent, mais alors pourquoi pas mettez une statue, mais mettez aussi avec un texte ou un livret qui permettent de comprendre ce personnage, ce général, son rôle dans l'histoire des États-Unis, etc. Il ne s'agit pas de... C'est toute cette question de la censure, finalement. On en entend parler aussi dans les arts. Dans les arts, et il y a eu beaucoup d'œuvres qui ont été critiquées. Je cherche, là, il y a un exemple récent qui m'échappe. Il y a la question des blackface, par exemple, au théâtre. Il y a la question des blackface au théâtre. Il y a eu... alors, il y a la question des blackface au théâtre. Il y a la question, par exemple, on se souvient que l'exposition Exhibit B, qui avait en France, ailleurs dans le monde, à Londres aussi, fait scandale donc de cet artiste blanc sud-africain qui mettait en scène des comédiens reproduisant des Sud-Africains noirs au temps de l'apartheid et esclaves, etc. Donc dans des positions subalternes, violentées, etc. Et une des critiques, c'est celle de la fascination pour la destruction des corps noirs et pour la violence à l'encontre des corps noirs. Donc ça, c'est critiqué, et à juste titre. Il y a le même type de critiques qui sont faites, par exemple, pour trait d'actualité, pour la question des femmes et des hommes qui produisent des films alors même qu'ils sont accusés d'agression sexuelle. On a Polanski en ce moment. Et puis il y a eu les déclarations extrêmement fortes et courageuses d'Adèle Haenel, par exemple. Et elle le dit très bien. Il ne s'agit pas d'aller interdire les filmographies, il ne s'agit pas d'effacer de la mémoire, mais il s'agit de contextualiser et de savoir et de replacer dans le contexte. Donc effectivement, il ne faut pas faire de révisionnisme, il ne faut pas être anachronique, et ça je te rejoins, parce que c'est vraiment parfois un des biais qui est... voilà, c'est qu'effectivement, on formule des critiques qui sont à l'aune de ce qu'on sait aujourd'hui et de ce qu'on comprend aujourd'hui des relations raciales, des relations sociales, etc. Mais en même temps, il n'y a pas de raison de ne pas contextualiser, critiquer, d'avoir un appareil critique. Je veux dire, les historiens, les sociologues, les géographes, l'ensemble des sciences humaines et sociales sont là pour justement aider à comprendre les situations et comprendre pourquoi aujourd'hui on en est là. Voilà, à la lumière de ces héritages et de ces histoires. Revenons un petit peu à la France, et là du coup je m'adresse non plus seulement à la géographe mais aussi à la citoyenne. Quelles analyses et quelles similitudes on peut faire entre la situation aux États-Unis, des fractures sociales et territoriales, avec ce qui se passe en France, un pays un petit peu en ébullition. On est aujourd'hui, samedi 21 décembre, au Xème jour de grève des transports. Quelle est ta vision de tout ce climat en ce moment ?
Alors, la grève, je ne sais pas comment la raccrocher à l'histoire américaine, mais big up les cheminots. Non, je suis précautionneuse quand je compare les États-Unis et la France. Quand j'avais commencé justement à étudier les États-Unis, c'était pour me dire que je voulais mieux comprendre les réalités. On invoque très souvent en France les États-Unis. On est fasciné par ce pays et je pense de façon légitime, hein, ce pays est vraiment fascinant, mais je ne suis pas sûre qu'il nous aide vraiment tant que ça à comprendre ce qui se passe en France. Il faut qu'on fasse attention, parce qu'en plus on est toujours un petit peu en retard par rapport à eux, et en général on commence à embrasser leurs grands concepts et leurs grandes idées quand eux ils sont en train d'en revenir et de voir que ça ne marche pas, que c'est plus compliqué, etc. Donc je fais pas de comparaison directe. Évidemment qu'on peut utiliser un certain nombre d'outils ou de concepts qui peuvent être utiles. Hein. Je sais pas, le concept d'intersectionnalité développé par Kimberly Crenshaw, évidemment qu'il est très utile pour comprendre la situation des femmes noires en France ou des femmes algériennes en France, etc. Mais ça ne veut pas dire que on peut projeter complètement ce qui se passe aux États-Unis ou ce qui s'est passé aux États-Unis. Après, effectivement, il y a quand même une interpénétration très forte entre les deux pays et les deux cultures, puisque justement, comme on regarde beaucoup ce qui s'y passe, on importe beaucoup de choses. Mais je pense que, par exemple, la thématique du ghetto aux États-Unis, elle est très différente de la question des quartiers populaires en France. Déjà parce que sur le plan de la ségrégation, on ne connaît pas les taux de ségrégation qui sont courants aux États-Unis. C'est-à-dire que si on fait juste des généralités, hein, parce qu'après, localement, on peut trouver évidemment des exceptions, mais les quartiers français ne sont pas aussi ségrégés que les quartiers américains. Les quartiers américains, on peut facilement trouver des quartiers où il y a 95% de Noirs ou d'Hispaniques encore aujourd'hui. Est-ce que c'est pas le cas en France aussi? Dans certaines zones qui sont vraiment relayées. Peut-être qu'on va trouver 95% de non-blancs. Mais ce n'est pas 95% de Noirs ou 95% d'Hispaniques. Je dirais 95% de, entre guillemets, minorités issues de l'ancien empire colonial. Oui, mais je ne dis pas que ni que c'est souhaitable, ni que c'est moins grave. Je dis que c'est différent, que c'est très différent. Aux États-Unis, par exemple, si on regarde, on sait que les villes, on sait que le pays est ségrégé. Que voilà, là encore la géographie elle aide à étudier à différentes échelles, mais le territoire, donc on sait que le pays est ségrégé selon les États, selon les régions, mais aussi selon les villes et à l'intérieur des villes selon les quartiers. Mais même à l'intérieur des quartiers, je veux dire par exemple à Harlem, il y a le quartier hispanique, mais il y a une poche où sont les Mexicains, il y a une poche où sont les Portoricains, et de l'autre côté du quartier sont les Dominicains. Donc on peut faire voilà, on dit c'est les hispaniques, mais ils ont des sous-cultures qui sont très différentes. Et les Noirs, c'est pareil. Il y a des quartiers africains-américains, des quartiers africains et des quartiers caribéens qui ne se mélangent pas. Donc c'est des degrés de ségrégation qu'on ne connaît pas en France. C'est pas le même héritage. Et les problématiques, par exemple, qu'il y a entre les Portoricains et les Mexicains, elles sont très différentes. Ou entre les Dominicains et les Portoricains. Les Portoricains qui ont la citoyenneté américaine, par exemple, alors ils subissent le racisme. Hein, encore une fois, je minimise pas du tout, mais ils ont un certain nombre de privilèges, celui de la citoyenneté notamment, celui du passeport américain, que les Mexicains ou que les Dominicains n'ont pas. Donc ça, concrètement, ça leur change aussi la vie parce qu'ils ont accès au logement public, à un certain nombre d'emplois auxquels les immigrés n'ont pas accès, etc., à des prestations sociales, des services sociaux. Donc ça crée des distinctions importantes, des dynamiques différentes interminoritaires. En France, c'est quand même très différent, je trouve, la question des quartiers populaires, même s'il y a une ségrégation forte par rapport aux standards qu'on connaît, nous, en France. Mais l'empire, la question du post-colonialisme, c'est pas tout à fait la même que celle du post-esclavagisme non plus.
Du coup, je vais expliciter mon propos. On a plutôt l'impression en France que les fractures territoriales précèdent les fractures politiques. Dans cette veine-là, je pensais par exemple aux travaux d'un géographe qui s'appelle Christophe Guilluy, qui estime par exemple que 60% des Français vivent dans ces zones-là reléguées, les zones périurbaines, et que les politiques français ne parlent plus à ces zones-là, et qui sont souvent aussi des Français, alors je déteste l'expression, mais je pense, j'en ai pas une autre en tête, mais entre guillemets Français de souche, qui ont l'impression d'être déclassés, l'impression d'être paupérisés, et que ce vote-là devient contestataire. Et c'est les similitudes que je vois peut-être avec la classe blanche paupérisée qui a voté Trump que je voulais faire apparaître. Et est-ce que c'est une comparaison pertinente ou pas du tout? Encore une fois, faut pas comparer avec ce qui n'est pas comparable. Alors, je ne suis pas spécialiste de la France, donc mon propos n'est pas scientifique quand je parle. Voilà, je connais moins la France. Mais en géographie, l'étude du territoire, elle est intéressante parce que, à la fois, effectivement, de comprendre les territoires permet de comprendre les sociétés. Les gens sont façonnés par les territoires et les interactions sociales sont conditionnées par les territoires. Mais l'inverse est vrai aussi. Les sociétés, les gens font les territoires. Donc c'est un va-et-vient, c'est un aller-retour. Donc les fractures territoriales et politiques, je ne sais pas s'il y en a une qui précède l'autre. En fait, elles se nourrissent mutuellement. Après, effectivement, il y a des périphéries en France, des périphéries au sens très large du terme, c'est-à-dire que c'est en gros des espaces invisibilisés, occultés, mal desservis par les services publics, par exemple. Je pense qu'il y a un problème gravissime de perte des services publics dans plein de territoires ruraux, et que ça, c'est dramatique pour la cohésion nationale, la cohésion territoriale, voilà. Et il peut y avoir des parallèles d'ailleurs à faire avec certains quartiers populaires de banlieue qui sont aussi ségrégés, plus urbains et plus denses au niveau de la population, mais qui sont aussi enclavés et mal servis en infrastructures et en services publics. Donc il y a sans doute des choses à faire. Comme ailleurs, on observe plutôt une peur de l'autre et une mise en concurrence des groupes plutôt qu'une identification des problématiques communes et des convergences possibles. Voilà ce que je peux dire. Pour rebondir sur les quartiers populaires, est-ce que malgré les discriminations, malgré ce qui est dans l'ADN américain que tu as très bien explicité tout à l'heure, est-ce que finalement les États-Unis réussissent pas mieux à intégrer le fait minoritaire dans la fabrique nationale, je dirais, que la France qui s'est construite et qui se pense comme universaliste? C'est tout le... je ne sais pas si on peut vraiment avoir une réponse à cette question, parce que en fait, ni le modèle américain ni le modèle français ne sont très performants, en fait. C'est-à-dire que chacun est sur un idéal extrêmement différent. Donc effectivement, en France, on a tendance à nier les particularismes pour assimiler le citoyen, lisser tous les particularismes pour que tous les citoyens se fondent dans l'universalisme et dans voilà, ce modèle du citoyen universel, indivisible, etc. Alors que les États-Unis, au contraire, sont construits sur l'individualité, l'individualisme, les particularismes et sur la protection de ces particularismes. C'est-à-dire que chez eux, effectivement, c'est absolument sacro-saint d'avoir le droit à la différence et à ces particularismes. Donc, de fait, on a une visibilité plus forte des minorités, hein, peut-être ce que tu nommes le fait minoritaire. On va avoir moins de mal à traiter, par exemple, voilà, même dans la culture et dans la conscience collective, de la présence des minorités est plus acceptée. Pour autant, est-ce que le racisme y est moins fort? Est-ce que les discriminations y sont moindres? Est-ce que les perspectives d'ascension y sont meilleures, etc.
Pas forcément. Hein. Effectivement, l'autre grand paradigme américain, c'est la question du self-made man et de la personne qui va exploser, connaître un avenir fabuleux, radieux, être complètement émancipée de ses origines sociales et pouvoir. Mais enfin, c'est une personne parmi des millions, quoi. Donc, ça veut dire que Jay-Z, c'est anecdotique? C'est-à-dire que c'est l'exceptionnalité. C'est-à-dire que pour un Jay-Z, il y en a combien qui se sont arrêtés à la case prison parce qu'ils ont subi un contrôle aux faciès, un stop and frisk à Brooklyn. Donc après, effectivement, on permet peut-être plus qu'en France à ces figures d'exister. Et déjà en soi, peut-être que c'est bien. Mais en fait, je ne sais pas si on peut hiérarchiser ou dire c'est mieux. C'est-à-dire que la France, c'est pas comment dire, les minorités n'y sont pas bien traitées. Il y a des vraies difficultés à traiter les citoyens. Mais en fait, est-ce qu'on parle de la remise en cause du paradigme de l'universalisme, ou est-ce que au sein de ce paradigme, on veut le traitement égalitaire de tous les citoyens? Je crois que les mouvements militants en France, ils sont divisés sur cette question. Pour une partie d'entre eux, ils revendiquent juste l'égalité promise par la Constitution et par ce mythe universaliste. Pour d'autres, ils revendiquent au contraire un droit à l'existence identitaire plus affirmée, etc. Mais là, je crois que tout le monde n'est pas tout à fait d'accord en France, j'ai l'impression. Alors, la traduction culturelle, en tout cas américaine, me semble plus aboutie, mais c'est peut-être que, comme tu as dit tout à l'heure, ils sont souvent à l'avance. Je vais prendre l'exemple de la musique. Le hip-hop, là-bas, je ne vais même pas dire que c'est un fait accepté, ça fait partie de la culture américaine, avec tout ce qui en découle. L'imaginaire autour des graffitis, qui ont commencé notamment dans le Bronx et à Harlem, le rap, qui est une musique acceptée au même titre que le rock. Les stars du rap aux États-Unis sont des stars au même titre que Bob Dylan ou Elvis, je dirais. C'est accepté aux États-Unis. En termes de cinéma, par exemple, on a des films comme Glory, Boys in the Hood, récemment When They See Us. On a ces terrains-là, ces nouveaux réalisateurs qui investissent ce terrain-là. J'ai l'impression quand même qu'en France, on a un peu plus de mal avec ça et que c'est beaucoup plus rare. C'est pour ça que je pense un film comme Les Misérables fait autant parler de lui, c'est que c'est tellement rare qu'on n'avait pas vu ça finalement depuis peut-être Ma Cité va craquer ou La Haine. C'est sur ce terrain-là où je trouve que également le paradigme américain intègre plus facilement ce que j'appelle le fait minoritaire, à défaut d'un autre terme. Non, mais je suis d'accord. Il y a quand même une des caractéristiques des États-Unis, et je crois qu'ils contribuent à ce qu'on soit tous fascinés par ce pays, c'est qu'ils sont très forts en storytelling. Donc quand même déjà, la question de la production culturelle, les Américains, ils sont forts. Je veux dire, voilà, que ce soit en cinéma, en musique, voilà, ils savent raconter les histoires. Non pas qu'on n'ait pas une production littéraire ou culturelle riche et de qualité non plus, mais enfin, en tout cas, il y a quand même effectivement, ils ont cette capacité plus que nous à parler d'eux-mêmes en instantané. C'est-à-dire qu'ils vont produire des films sur la guerre du Vietnam en même temps que quasiment ou en quelques années près de la guerre du Vietnam. Le nombre de films hollywoodiens qui racontent n'importe quoi et qui véhiculent des visions géopolitiques extrêmement problématiques, mais qui sont produites immédiatement après la guerre d'Irak, etc., je veux dire, c'est monnaie courante. Nous, il faut attendre Indigène je ne sais plus quelle année c'est, Indigène, début des années 2010. Je dirais. 2006. Donc 2006, pour qu'on puisse parler de cette histoire coloniale, de la guerre d'Algérie, je veux dire, nous, effectivement, on est dans le déni, on a cette espèce on a honte, je pense, de ce passé colonial, parce que justement, il est pas assumable par rapport à nos idéaux des Lumières, universalistes, etc., les grands défenseurs des droits humains qu'on pense être, et comment on traite les gens concrètement. Effectivement, on assume moins. On est peut-être un petit peu plus lâche, je ne sais pas si ça revient à ça, mais il ne faut pas se laisser leurrer par cette production américaine,
parce que c'est pas parce qu'ils arrivent à avoir un Spike Lee, Ava DuVernay ou Denzel Washington ou Jay-Z ou Ali Berry qu'il n'y a pas des discriminations massives, systématiques sur le terrain pour des millions d'autres Noirs américains, si on veut rester sur les Noirs américains. Alors Charlotte, il est de tradition qu'on laisse le mot de la fin à l'invité. Et donc pour te remercier d'être venu jusqu'à nous, je te laisse le mot de la fin sur une recommandation ou tout autre billet d'humeur que tu aurais. J'avais pas du tout prévu, je l'avais vu. Pourtant, je sais pas, je vous laisse faire des recherches sur Harlem parce que j'ai pas fini, je me suis arrêtée à l'ère de Giuliani, mais il y a aussi Bloomberg qui est arrivé dans la balance. Donc voilà, la gentrification du quartier a été parachevée par ce chantre du capitalisme, etc. Et sinon, je sais pas, je vous recommande, si vous connaissez pas donc la série The Wire, peut-être vous connaissez, mais si vous connaissez pas le dessin animé The Boondocks, qui est un dessin animé satirique qui fait le portrait de deux petits garçons noirs qui sont élevés, qui viennent du South Side de Chicago et qui sont élevés par leur grand-père dans une banlieue du coup de Chicago. Et il y en a un, Huey, qui est un jeune révolutionnaire marxiste, toujours prêt à mener des combats, à militer, hyper radical. Et son petit frère Riley, qui est fasciné par le gangsta rap, la street culture, les armes à feu. Et il y a tout un tas de personnages archétypiques des États-Unis autour d'eux, et c'est drôle et c'est bien fait. Et voilà, je vous recommande The Boondocks. Merci beaucoup. Merci à vous.